Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 10 novembre et tout de suite, voici les titres. Alors qu'à la fin du mois de septembre, le Premier ministre Manuel Valls annonçait que la France allait accueillir près de 30 000 migrants, répartis ensuite dans les différents départements. En Vendée, l'accueil s'organise. Plusieurs logements sont restaurés dans l'attente d'une arrivée prochaine. Exemple à Bretignolles-sur-Mer. Suite de notre série de la semaine sur le procès en appel Xynthia, avec ce soir un point sur l'organisation qui se prépare à Poitiers. Une nouvelle salle d'audience est installée pour accueillir les 146 parties civiles, magistrats et journalistes. Nous reviendrons également sur le rôle et le pourquoi d'un tel procès. Enfin, un moment de douceur avec David Reinhardt, le petit-fils de Django Reinhardt. Samedi, il a animé une masterclass chez la chanteuse vendéenne Cécile Rennes. De la belle musique aux accents de jazz manouche, vous verrez un beau moment en perspective. Mais tout d'abord, en Vendée, l'accueil des réfugiés syriens et irakiens se poursuit. En septembre dernier, Manuel Valls annonçait que la France n'en accueillerait pas plus de 30 000. Une trentaine est déjà arrivée dans notre département. Et à Bretignolles-sur-Mer, on se prépare à une nouvelle éventuelle arrivée. Une maison est actuellement en cours de restauration par des agents municipaux et quelques bénévoles. Pierre Dalicieux les a rencontrés. Dans cette maison habitera bientôt une famille, probablement originaire d'Irak ou de Syrie. Personne ne sait quand, mais ces gens pourraient arriver du jour au lendemain. Alors les équipes municipales sont en charge de la rénovation, une tâche qu'elles réalisent non sans une certaine fierté. Ça nous change du quotidien, en fait. Le geste c'est pour des gens qui souffrent quelque part, et puis je trouve que c'est bien de les aider, en fait. C'est différent, ouais. Le fait, c'est pour des gens qui en ont besoin, quoi. À l'étage aussi, une équipe est mobilisée. Ici, ce sont des bénévoles venus donner de leur temps. Patrice et Marie-Françoise ont voulu, à leur manière, accueillir au mieux ces nouveaux venus dans leur commune. On lave le tour des fenêtres, les peintures pour repeindre par après. Il y a du travail. Il y a du travail, oui. Ça manque pas. Moi, je pense que on est ému quand on voit à la télé les reportages, on a les larmes aux yeux, tout, mais il faut peut-être se demander ce que chacun pourrait faire. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de petite aide. Une fois logée, cette famille devra être intégrée pleinement ici à Bretignolles-sur-Mer. Un travail en plusieurs étapes que la commune ne réalisera pas seule. D'autres personnes se sont déjà portées volontaires pour apporter de l'aide. Le premier temps qu'on voit en ce moment, c'est la mise en route des logements, la préparation pour accueillir les personnes. Mais l'accueil doit se faire sur le long terme, effectivement à travers l'accompagnement, le transport, l'insertion sociale, les loisirs, le sport. Voilà, donc là, il y a aussi d'autres bénévoles qui, dans un second temps, pourraient intervenir sur ce champ-là, parce que ça ne relève pas forcément de la commune de tout prendre en charge. Et l'accueil, c'est l'affaire de tous. La commune se dit en capacité de prendre en charge 2 familles. La France a prévu d'accueillir 30 000 réfugiés dans le cadre d'un plan européen sur les 2 prochaines années. Au chapitre éducation à présent, la ministre Najat Vallaud-Belkacem s'attaque à l'épineux problème de la carte scolaire. Avec cette nouvelle réforme, elle souhaite permettre plus de mixité sociale dans les classes et ainsi éviter les clivages et les différences de niveau. À partir de la rentrée 2016, 17 départements pilotes testeront cette nouvelle carte scolaire. Et si la Vendée n'en fait pas partie, dans les Pays de la Loire, c'est le Maine-et-Loire qui fera le test dans plusieurs de ces établissements. On ouvre une page politique avec les élections régionales. Nous vous l'annoncions dès ce lundi soir. Ce sont donc 10 listes, soit 2 de plus qu'en 2010, qui seront proposées aux électeurs ligériens, autrement dit les électeurs des Pays de la Loire. Alors, quelles sont ces listes et qui sont leurs candidats? Présentation dans l'ordre établi par le tirage au sort effectué par la préfecture de région avec Carla Bourreux. 7% en 2010, 5 ans après, le Front National compte bien profiter de la dynamique du parti de Marine Le Pen pour quadrupler son résultat en région Pays de la Loire. La liste FN est portée par Pascal Gana qui prend la relève de la vendéenne Brigitte Neveu, tête de liste régionale en 2010, aujourd'hui tête de liste départementale. Le FN, un parti qui devrait donc peser sur les résultats du scrutin et nombreux sont les observateurs qui prédisent son maintien au second tour. Autre candidat, autre priorité, choisir nos régions et réunifier la Bretagne. Aucune ambiguïté, la liste portée par Gilles Denigaud ambitionne avant tout un rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne.
Debout la France, le parti souverainiste de Nicolas Dupont-Aignan est également présent à ces élections régionales et c'est Cécile Belle de Gessé, une ancienne proche collaboratrice de Philippe de Villiers qui porte les couleurs. En Vendée, c'est une autre femme qui est tête de liste départementale, Isabelle Gallo. De la droite, on passe à la gauche avec l'humain d'abord. Alain Pagano en est le chef de file régional. Caroline Potier, la tête de liste départementale pour la Vendée. Et puis, Lutte ouvrière est également de la partie avec le même candidat qu'en 2010, Eddy Lebelair. Sa liste avait recueilli 1,6% des suffrages. En Vendée, Eddy Lebelair est épaulé par Gilles Robin. Retour à droite avec la liste d'union portée par Bruno Retailleau. Le sénateur de la Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat fédère autour de lui les militants Les Républicains donc, mais aussi UDI, Modem ou encore CPNT. Son défi, faire basculer le Conseil régional des Pays de la Loire à gauche depuis 2004. Et à gauche, justement, du côté des socialistes, mais pas seulement, c'est Christophe Clergeau qui tente de succéder à Jacques Auxiette. Le premier vice-président sortant de la région mène une liste d'union également, composée de candidats socialistes donc, mais aussi issus de plusieurs formations écologistes. En Vendée, il s'appuie sur Stéphane Ibarra, tête de liste départementale, et sur plusieurs conseillers régionaux sortants. Communiste au pluriel, c'est une autre liste en lice pour ces élections régionales, liste portée par Olivier Terrien. Et puis le parti Europe Écologie Les Verts, quant à lui, est représenté par Sophie Bringui, vice-présidente sortante du conseil régional. Lucie Étonneau en est la tête de liste départementale en Vendée. La formation pourrait avoir un certain rôle dans ce scrutin. Enfin, 10e et dernière liste dans l'ordre déterminé par la préfecture de région, l'UPR, l'Union populaire républicaine. En Pays de la Loire, c'est Alain Parizeau qui porte la liste, épaulé en Vendée par Jocelyn Mathubert. Nous poursuivons notre série de la semaine sur le procès en appel Xynthia. Ce soir, explication sur ce qu'est un procès en appel, son rôle et surtout son but. À Poitiers, le tribunal se prépare à recevoir les 146 parties civiles, les magistrats et la trentaine de journalistes accrédités. Une nouvelle salle d'audience est en train de se monter. Reportage Samuel Grasset. C'est donc à Poitiers que le dossier de la tempête Xynthia va être rejugé. Les prévenus ont contesté les peines prononcées l'an dernier par le tribunal des Sables-d'Olonne. Ils ont droit à un deuxième procès. La cour d'appel va donc réétudier les responsabilités dans la mort de 29 personnes à la Faute-sur-Mer. Ce procès s'annonce plus technique. Il va se pencher sur des questions particulières de droit. Pendant 3 semaines, la justice devrait à nouveau entendre des experts, puis les parties civiles. Elles sont 146, mais toutes ne témoigneront pas à nouveau à la barre. Il y a des témoins, par exemple, qu'on n'est pas obligé de réentendre. On a des experts qui ne vont pas non plus revenir, mais tout ce qu'ils ont dit est consigné et pourra être pris par les parties, par la présidente d'audience dans l'instruction qu'elle va faire à l'audience. Et tout ça sera rediscuté contradictoirement. Puis viendra le temps où les prévenus pourront s'expliquer. L'ancien maire de la Faute-sur-Mer, René Maratier, l'ex-première adjointe Françoise Babin, son fils Philippe Babin, ainsi que 2 entreprises du bâtiment que possédait Patrick Masselin, décédé lors du procès des Sables-d'Olonne. Tous sont poursuivis pour homicide involontaire aggravé et mise en danger. La cour d'appel pourra les déclarer innocents, les déclarer coupables, prononcer des peines inférieures ou aller au-delà d'un limite évidemment de ce qui est prévu par la loi, c'est-à-dire 5 ans d'emprisonnement maximum. Et face au nombre de parties civiles, de prévenus et de journalistes attendus, une salle d'audience spéciale est en cours d'aménagement. Le procès aura lieu au cœur du palais de justice de Poitiers. La salle d'audience qu'on utilise classiquement n'était pas adaptée, donc on a dû réaménager une salle d'audience dans ce qu'on appelle la salle des pas perdus, qui est normalement l'endroit où on circule, l'endroit où les avocats aussi peuvent parler avec leurs clients, donc c'est un endroit où on déambule normalement, mais pas où on tient une audience. Et la cour d'appel de Poitiers s'est donné le temps pour juger. Les audiences doivent se terminer le 1er décembre, mais elles pourraient se poursuivre jusqu'au 4 décembre si nécessaire. Le jugement sera mis en délibéré. La décision de la justice ne devrait être connue qu'en début d'année prochaine. Quelques mots de sport à présent avec la qualification du jeune boxeur vendéen Guillaume Bulteau en équipe de France de boxe taille. Il vient de partir pour les championnats d'Europe de la discipline qui se dérouleront à Antalya en Turquie jusqu'à dimanche. Il y affrontera des champions venus de 40 nations différentes. Ce jeune boxeur possède déjà un beau palmarès puisque sur 23 combats, il en a remporté 16.
Le Salon Atlantique Zen de Saint-Jean-de-Mont proposait ce week-end d'en découvrir un peu plus sur les différentes disciplines liées au bien-être. Parmi la soixantaine d'exposants, des centres de thalassothérapie étaient présents, mais aussi des sophrologues, des masseurs. Il était possible de découvrir la réflexologie plantaire ou encore l'hypnose. Et cette année, le salon proposait également une découverte de la culture du bien-être thaïlandais. Nous sommes ravis d'accueillir différents Thaïlandais, donc notamment l'association Thaï Provence qui arrive de Marseille et qui propose différentes activités tout au long du week-end. Donc ils proposent notamment de la sculpture sur savon, de la peinture sur tissu, de la réflexologie plantaire thaï et ils ont fait plusieurs démonstrations de danse thaïlandaise tout au long du week-end. Et puis comme chaque année, nous accueillons également une soixantaine d'exposants qui sont répartis dans 2 salles du Palais des Congrès Odyssea. Nous avons une vingtaine de conférences, des ateliers, des passes bien-être pour prendre soin de soi. Et après le bien-être du corps, passons au bien-être de l'esprit avec les 12 airs de jazz manouche joués par David Reinhardt, le petit-fils du grand Django Reinhardt. Il était en Vendée samedi pour une masterclass très privée organisée par la chanteuse vendéenne Cécile Rennes qui l'avait invité chez elle pour partager un moment musical riche et instructif. Le professeur du jour avait face à lui 4 élèves, des amateurs éclairés souhaitant se familiariser avec les accords endiablés du jazz manouche. Alix Lano, c'était parmi eux. Difficile de trouver meilleur ambassadeur du jazz manouche. Et les guitaristes amateurs réunis pour cette masterclass ont bien conscience qu'avec David Reinhardt en professeur, ils vont pouvoir perfectionner leur technique et enrichir leur répertoire aux côtés d'un grand nom du jazz. C'est vrai que le nom Reinhardt est connu dans le milieu des guitaristes jazz manouche. Et puis moi, comme je ne connaissais pas vraiment ce style, c'est une bonne occasion pour moi d'avoir une approche-là avec l'un des plus grands ou l'un des descendants des plus grands. Ouais. Ou si tu veux, si ça t'arrange, tu peux faire. Tu peux décaler les deux. Un cours collectif pour travailler les accords, l'harmonie ou encore l'articulation. Aujourd'hui, ils sont 4 élèves, des musiciens, des mélomanes qui vont découvrir l'univers de David et apprendre à s'écouter et à jouer ensemble. Et c'est mieux en plus parce que du coup, on ne s'entend pas nous-mêmes jouer, donc on se dit en fait, je joue bien. Pour David Reinhardt, cette masterclass, c'est avant tout l'envie de transmettre. Et en matière de tradition, d'héritage et de transmission, le petit-fils de Django Reinhardt sait de quoi il parle. J'ai écouté beaucoup d'autres musiques, beaucoup d'autres choses, je me suis intéressé à plein de choses. Et c'est vrai que depuis un petit moment, je reviens un peu aux sources. Et j'ai encore, avant-hier soir, là, j'étais chez moi, j'écoutais mon grand-père et je me suis régalé. Je me disais encore que c'était vraiment un grand génie, quoi. C'est une rencontre de passionnés que Cécile Rennes, chanteuse et musicienne, a organisée ici chez elle, en demandant à David d'animer cette masterclass. Un moment suspendu, hors du temps. J'avais envie de voir en vous cet amour nous déplaise en dansant la genèse. Nous aimions le temps. Que feriez-vous avec 1 million d'euros? C'est la question qu'une famille de La Ferrière a la chance de se poser. Elle vient de remporter le précieux montant à un jeu de hasard télévisé. Elle va pouvoir réaliser son rêve, faire construire une maison. Et au bureau de tabac de La Ferrière où la famille a l'habitude de jouer, c'est le 3e plus beau gain. De quoi donner des idées aux amateurs à l'approche du vendredi 13. Avant de refermer ce journal, voici ce qui nous attend demain du côté du ciel. Une bonne dose de nuages, voire même quelques gouttes de pluie du côté des îles. L'après-midi, pas de changement à la carte, si ce n'est quelques rares éclaircies vers le sud. Côté Mercure, comptez entre 10 et 16 degrés. Plus de précision tout de suite avec Armelle Pavageau, suivi du point sport avec Aurélien Huard sur les internationaux de tennis de Vendée. Et on se quitte sur des images de l'exposition Mémoire de guerre qui se tient depuis fin septembre au château d'Ardelais, aux Herbiers. On y trouve des objets du quotidien, des cartes postales, des lettres souvenirs de la Première Guerre mondiale à découvrir jusqu'à la fin de la semaine et notamment pour le vendredi à l'occasion du 11 novembre. Je vous laisse sur ces images. Très bonne soirée à jeudi pour un nouveau point sur l'actualité.